Vous avez traité à plusieurs reprises dans votre œuvre de l'histoire moderne des Juifs et de l'antisémitisme. Vous dites à la fin de l'un de vos ouvrages que la naissance du mouvement sioniste à la fin du XIXe siècle a été la seule réponse politique que les Juifs aient jamais trouvée à l'antisémitisme. En quoi l'existence d'Israël a changé le contexte politique et psychologique dans lequel vivent les Juifs dans le monde? Oh, I think it has changed everything. The Jewish people, Je crois que cela a tout changé. Aujourd'hui, le peuple juif est vraiment uni derrière Israël. Ils sentent qu'ils ont un État, une représentation politique, tout comme les Irlandais, les Anglais ou les Français. Ils ont non seulement une patrie, mais ils ont un État-nation et leur attitude tout entière envers les Arabes dépend pour une grande part d'une identification que les Juifs venant d'Europe centrale ont toujours faite, instinctivement et sans réfléchir. L'État doit être nécessairement un État-nation. Now, this has, that is the whole relationship between diaspora and Israel. Les relations entre la diaspora et Israël, ou ce qui antérieurement était la Palestine, ont changé parce qu'Israël n'est plus simplement un refuge pour juifs polonais. Un sioniste était alors un homme qui essayait d'obtenir de l'argent des juifs riches pour les pauvres juifs polonais. Mais aujourd'hui, Israël est le représentant du peuple juif dans le monde entier. Que cela nous plaise ou non, c'est une autre question. Cela ne signifie pas que le judaïsme de la diaspora doit toujours être du même avis que le gouvernement israélien. Ce n'est pas une question de gouvernement, c'est une question d'État. Tant que cet État existera, il sera évidemment ce qui nous représente aux yeux du monde. Justement, un auteur français, Georges Friedman, a écrit il y a une dizaine d'années un livre intitulé « Fin du peuple juif », point d'interrogation, où il concluait qu'à l'avenir, il y aurait d'un côté un nouvel État-nation israélienne et de l'autre côté, dans les pays de la diaspora, des juifs qui s'assimileraient et perdraient peu à peu leurs caractéristiques propres. Cette hypothèse sounds very plausible, and I think it's quite wrong. Cette hypothèse semble très plausible et je crois qu'elle est tout à fait fausse. Dans l'Antiquité, lorsque l'État juif existait encore, il y avait déjà une grande diaspora juive. Au cours des siècles, à travers un très grand nombre de formes différentes de gouvernement et d'État, les Juifs, le seul peuple de l'Antiquité qui ait survécu à travers les millénaires, n'ont jamais été assimilés. Si les Juifs avaient pu être assimilés, il y a longtemps qu'ils l'auraient été. Il y a eu une occasion pendant la période espagnole, il y en a eu une autre pendant la période romaine, puis évidemment au XVIIIe et au XIXe siècle. Un peuple, une collectivité ne se suicide pas. Monsieur Friedman se trompe parce qu'il ne comprend pas que le sentiment des intellectuels qui peuvent changer en effet de nationalité et absorber une autre culture ne correspond pas au sentiment du peuple dans son ensemble et particulièrement pas à celui d'un peuple qui a été créé par des lois que nous connaissons. Que signifie pour les Juifs l'assimilation dans la société américaine? Well, in the sense in which we spoke of assimilated Jewry. Il n'y a pas d'assimilation à une culture. To the surrounding culture doesn't exist.
Voulez-vous avoir l'obligeance de me dire à quoi les Juifs devraient s'assimiler ici? Aux Anglais, aux Irlandais, aux Allemands, aux Français? Alors, lorsque l'on dit que les Juifs américains sont très américanisés, non seulement américains, mais américanisés, à quoi fait-on allusion? One means is a way of life. And all these Jews are very good. Tous ces Juifs sont d'excellents citoyens américains. That is it signifies their public life, not their private life. Leur vie privée et leur vie sociale sont aujourd'hui plus juives qu'elles ne l'ont jamais été. Is of course today more Jewish than it ever was before. The younger generation in Ainsi, un grand nombre de jeunes apprennent l'hébreu, même si leurs parents l'ont oublié depuis longtemps. Mais l'essentiel, c'est Israël. Est-on pour ou contre Israël? Prenez par exemple les Juifs allemands de ma propre génération qui ont émigré aux États-Unis. En très peu de temps, ils sont devenus des Juifs très nationalistes, beaucoup plus nationalistes que je ne l'ai jamais été, en dépit du fait que j'étais, moi, sioniste et qu'ils ne l'étaient pas. Je n'ai jamais dit « je suis allemande », j'ai toujours dit « je suis juive ». Mais maintenant, à quoi s'assimilent-ils? À la communauté juive. Puisqu'ils étaient habitués à l'assimilation, ils se sont assimilés à la communauté juive d'Amérique. Avec la ferveur de nouveaux convertis, ils sont devenus ultranationalistes et pro-israéliens. À travers l'histoire, ce qui a assuré la survie du peuple juif, cela a été essentiellement un lien de nature religieuse. Nous sommes à une époque où l'ensemble des religions connaissent une crise et où le lien religieux tend à s'affaiblir. Dans ces conditions, qu'est-ce qui, à l'époque contemporaine, fait l'unité du peuple juif à travers le... Je crois qu'ici, vous vous trompez légèrement. Lorsque vous dites religion, vous pensez évidemment à la religion chrétienne qui est un credo, une croyance, une foi. Cela n'est absolument pas le cas pour la religion juive. C'est une religion nationale dans laquelle religion et nation coïncident. Vous savez que les Juifs, par exemple, ne reconnaissent pas le baptême des Juifs convertis au christianisme. Tout se passe comme si cet acte n'existait pas. D'après la loi juive, un Juif reste toujours Juif. So long as somebody is born by a Jewish mother, la recherche de la paternité est interdite. He is a Jew. Une personne née de mère juive est juive. La notion de religion est complètement différente. Il s'agit beaucoup plus d'un mode de vie que d'une religion dans le sens particulier et spécifique de la religion chrétienne. Of the Christian religion. I remember, for instance, I had a Jewish instruction. J'ai eu une éducation juive et je me souviens lorsque j'avais environ 14 ans, je me suis révoltée contre notre professeur et j'ai voulu le choquer. Je me suis levée et j'ai dit « Je ne crois pas en Dieu ». Il m'a alors répondu « Personne ne vous le demande ». Votre premier livre, publié en 1951, a pour titre « Les origines du totalitarisme ». Dans ce livre, vous avez voulu non seulement décrire un phénomène, mais aussi l'expliquer. D'où cette question, qu'est-ce pour vous que le totalitarisme? Oui, enfin, let me start with making certain distinctions. Je voudrais commencer par faire certaines distinctions sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Tout d'abord, une dictature totalitaire n'est ni une simple dictature, ni une simple tyrannie. Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnu auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales.
Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies. Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. Auparavant, aucun gouvernement n'a tué des gens pour avoir dit oui. Généralement, un gouvernement ou un tyran tuait les gens parce qu'ils disaient non. Un de mes amis m'a rappelé qu'une idée très similaire avait été énoncée en Chine il y a plusieurs siècles. Les hommes qui ont l'impertinence d'approuver ne valent pas mieux que ceux qui désobéissent et s'opposent. C'est là, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Le fait qu'il y ait une totale domination de l'homme par l'homme. En ce sens, il n'y a pas aujourd'hui de totalitarisme, même en Russie, où règne pourtant la pire des tyrannies que nous ayons jamais connues. Il faut faire quelque chose pour qu'on vous envoie en exil ou dans un camp de travail ou dans un asile psychiatrique. Now, let's for a moment see what tyranny is. Because after all totalitarianism, les régimes totalitaires sont toujours nés lorsque la majorité des pays européens étaient déjà soumis à une dictature. La dictature, dans le sens original du concept et du mot, n'est pas une tyrannie. C'est une suspension temporaire des lois en cas d'urgence, généralement pendant une guerre ou une guerre civile. La dictature est limitée dans le temps, la tyrannie ne l'est pas. And these are things really are important enough to pay attention to. Lorsque j'ai écrit mon livre sur Eichmann à Jérusalem, l'un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de la force démoniaque. De retirer aux gens l'admiration qu'ils ont pour les grands malfaiteurs comme Richard III. J'ai trouvé dans Brecht la réflexion suivante. Les grands criminels politiques doivent à tout prix être mis à nu et surtout être livrés au ridicule. Ce ne sont pas de grands criminels politiques, mais des hommes qui ont commis de grands crimes politiques, ce qui est quelque chose d'entièrement différent. L'échec d'Hitler n'indique pas qu'il était imbécile. Le fait qu'Hitler était un imbécile était une idée courante et fausse dans toute l'opposition avant qu'il ne prenne le pouvoir. De nombreux livres ont essayé ensuite de le justifier et d'en faire un grand homme. Le fait qu'il ait échoué n'indique pas qu'Hitler était un imbécile et l'envergure de ses entreprises n'en fait pas un grand homme. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que toute cette notion de grandeur n'a pas d'application.
Si les classes dirigeantes, dit Brecht, permettent à un petit escroc de devenir un grand escroc, il n'a pas droit à une position arabe, dépend pour une grande part d'une identification que les Juifs venant d'Europe centrale ont toujours faite, instinctivement et sans réfléchir. L'État doit être nécessairement un État-nation. Now, this has, that is the whole relationship between diaspora. Le mouvement sioniste, à la fin du XIXe siècle, a été la seule réponse politique que les Juifs aient jamais trouvée à l'antisémitisme. En quoi l'existence d'Israël a changé le contexte politique et psychologique dans lequel vivent les Juifs dans le monde? Oh, I think it has changed everything. The Jewish people are, and Israel. Les relations entre la diaspora et Israël, ou ce qui antérieurement était la Palestine, ont changé parce qu'Israël n'est plus simplement un refuge pour Juifs polonais. Un sioniste était alors un homme qui essayait d'obtenir de l'argent des Juifs riches pour les pauvres Juifs polonais. Je crois que cela a tout changé. Aujourd'hui, le peuple juif est vraiment uni derrière Israël. Ils sentent qu'ils ont un État, une représentation politique, tout comme les Irlandais, les Anglais ou les Français. Ils ont non seulement une patrie, mais ils ont un État-nation et leur attitude tout entière envers les Arabes. Vous avez traité à plusieurs reprises dans votre œuvre de l'histoire moderne des Juifs et de l'antisémitisme. Vous dites à la fin de l'un de vos ouvrages que la naissance